Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, je reçois des passionnés de la lecture. Et cet après-midi, nous allons recevoir vraiment une amoureuse de la lecture, une passionnée, je n'ai pas les termes. Bon, c'est une habituée de Plaisir de lire que vous allez reconnaître, que vous allez voir pour la première fois en 2023. Donc, nous disons bonsoir. Oui, bonsoir Ludovic et bonsoir à toutes et à tous. Et puis, meilleurs vœux 2023 à tous ceux qui nous écoutent. Et pour vous accompagner dans cette nouvelle année, j'aurais aimé vous lire un petit mot d'une écrivaine irano-américaine concernant la nouvelle année. Je pense qu'elle illustre bien notre époque. Les jours les plus sombres, on doit chercher un coin de clarté. Les jours les plus froids, on doit chercher un coin de chaleur. Les jours les plus lugubres, on doit laisser les yeux s'émerveiller. Les jours les plus tristes, on doit garder les yeux ouverts pour laisser les larmes couler, puis les laisser sécher. Leur donner l'occasion de dissiper la douleur pour y voir plus clair et pouvoir y croire encore. Et ça, je crois que c'est essentiel. Malgré les difficultés, il faut croire encore. Croire encore à notre Martinique, à nos jeunes et faire confiance à ceux qui nous entourent. Et ça, garder une forme de positivité combative dans cette nouvelle année. Et là, j'ai trouvé que ça éclairait très bien le chemin que nous avons à parcourir pour 2023. Merci beaucoup. Donc, vous aurez reconnu Marie-Laurence Delors, effectivement, qui nous invite à ne pas rentrer dans la nouvelle année la tête baissée, mais au contraire, à la lever la tête et avancer. Elle a parlé de difficultés. Donc, il y en aura. On peut imaginer, il y en aura. Hein. Ça ne va pas changer par rapport à 2022 ni les autres années. Les difficultés seront toujours sur le chemin. Et bon, je pense que la différence sera dans notre attitude. Oui, dans ce cas, dans notre attitude et dans la manière dont on prend le cours des événements, c'est comme une vague. Il faut bien l'apprendre. Donc, apprendre à vivre, c'est apprendre à sauter les obstacles, pas les éviter. Et c'est le rôle de la philosophie, justement. Alors, j'ai choisi de vous parler du siècle des égarés. C'est un ouvrage que j'ai apprécié beaucoup. Vous pouvez en faire l'achat. Et c'est d'une jeune conférencière et aussi, je dirais, philosophe. Elle a fait à la fois des études de philosophie, mais aussi des études de sociologie. Elle fait des conférences et en même temps, elle a travaillé dans le milieu du travail. Et avant d'écrire ce livre, elle a fait un ouvrage très intéressant sur le développement personnel qu'elle juge si impersonnel. Et donc, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de parler de tous ces, on va dire, de toutes ces recettes toutes faites pour nous faire croire qu'on peut être soi-même tout en gardant les mêmes recettes. C'est pourquoi elle dit impersonnel. Donc, c'est son dernier ouvrage que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire Le siècle des égarés. Alors, je dirais d'abord que donc, cette jeune philosophe de 43 ans, donc, elle fait des conférences, elle sort des livres, et particulièrement le dernier, dont je vais vous parler, et l'avant-dernier, c'était le développement impersonnel, le succès d'une imposture. Donc ça, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, pourquoi ce titre et pourquoi j'ai choisi ce livre-là? D'abord, je dirais, tout dépend de la manière dont on va dire, analyse un livre. Le regard du philosophe, c'est toujours un regard
qui déconstruit. La déconstruction, c'est pas déconstruire, critiquer pour rejeter. Déconstruire, c'est d'abord interroger. Et ce mot-là, ça donne... On fait comme si c'est nouveau. Derrida a déjà parlé de la déconstruction depuis les années 80. Donc c'est pas un mot nouveau, c'est pas parce qu'on en parle plus aujourd'hui que c'est un mot nouveau. Disons qu'on peut amener quelque chose de nouveau sur ce mot. Mais le terme lui-même est assez ancien. Donc pourquoi j'ai choisi de vous parler du siècle des égarés? Parler des égarés, c'est en réalité dire qu'on est en train de errer. C'est-à-dire d'aller ici et là. Aller ici et là concernant en particulier la notion d'identité. J'ai choisi la notion d'identité pour 2 raisons. La première, parce qu'elle fait partie du programme de philosophie Qui suis-je? La conscience. On parle de l'identité. Et la deuxième, parce que, pour des raisons, on va dire, plus politiques et idéologiques. D'accord? Où, aujourd'hui, on a tendance à se figer sur une identité qui est soit de la couleur de peau, je suis noir, etc. Et sait-on ce que ça signifie, l'identité? Que veut dire ce mot? Quand on regarde et qu'on essaie d'interroger le mot, on regarde que l'identité, c'est un concept difficile et contradictoire. Contradictoire parce qu'il veut dire 2 choses différentes. La première chose, c'est que quand on dit identité, il y a identique, il y a le même, il y a l'égalité, A égale A. Il y a l'invariant, en bas qui va cabrer pièces. Il y a l'essence, c'est-à-dire que, est-ce que tu peux dire que tu as une essence blanche, tu as une essence noire, etc. C'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. Deuxièmement, c'est que quand tu parles d'identité, tu oublies que cette identité est temporelle. Et qu'est-ce qui caractérise le temps? Le temps, c'est ce qui bouge. Il y a une première caractéristique du temps, c'est que le temps, c'est ce qui ne se reproduit jamais. Pour un exemple, c'est toujours la première fois que c'est la dernière fois. L'heure que nous allons passer ici, c'est la première et la dernière. Oui, une mère ou un père ont 2 enfants, la première naissance n'a rien à voir avec la seconde. Tout, c'est toujours la première et dernière fois. Donc, il y a dans le temps l'absence de répétition et donc la nouveauté. Il y a une deuxième chose, c'est que dans le temps, on est, je dirais, proche d'un sentiment de soi qu'on a à construire. Je viendrai sur la question du sentiment de soi. L'identité, c'est pas le sentiment de soi. On verra pourquoi c'est pas, mais je suis sur l'identité. Donc, il y a une difficulté. La difficulté, elle est d'abord théorique. Voilà 2 aspects qui sont totalement contradictoires. Sinon, le premier aspect, je ne change pas. Je suis figé dans une posture. Donc, je suis ce que je suis. Et ça donne un exemple qu'elle reprend de... Elle reprend l'exemple du garçon de café dans les mots de Sartre. Alors, voilà ce que dit Sartre. Alors, il dit la chose suivante. Dans les mots, Sartre avoue qu'il jouait à l'enfant modèle devant son grand-père. Il faisait semblant de... Autrement dit, on est toujours dans des postures, jamais être soi-même. On a toujours besoin d'un masque. On a toujours besoin... Surtout, ne dis pas ce que tu penses. D'accord? Surtout, il faut jouer la comédie. Donc, quand on dit que les hommes politiques sont dans des postures,
Je ne dirais pas. Je dirais que l'homme est dans les postures. Maintenant, c'est plus visible pour l'homme politique parce qu'ils sont à la télé, voilà. Mais chacun joue et joue un rôle. Or, justement, jouer un rôle, c'est un personnage. Or, un personnage, c'est pas une personne. La personne, c'est un sujet. Le personnage, c'est un rôle dans lequel tu t'enfermes. Et c'est ce qu'il dit concernant le garçon qu'il était, l'enfant qu'il était. Je ne suis jamais aucune de mes attitudes, aucune de mes conduites. L'élève attentif, qui veut être attentif, l'œil rivé sur le maître, c'est-à-dire qu'il regarde le maître avec attention, les oreilles grandes ouvertes, s'épuise à ce point à jouer l'attentif qu'il finit par ne plus rien écouter. D'accord ? Autrement dit, ce qu'il fait, c'est que il se désolidarise de lui-même. Autrement dit, il n'est pas lui-même. Résultat du compte, il observe le maître. Finalement, il n'écoute rien. La preuve, c'est que quand un élève observe trop, on dit, mais qu'est-ce que je viens de dire ? Ah, monsieur, etc. Donc, on joue l'attentif. Parce que, bon, l'élève qui fait rien, qui est attentif au maître, on lui dit, reprends la phrase que je viens de donner. 90% de chance. Non, parce que j'ai pas tout pris. Donc, on est figé dans des postures. Ou sauf si tu peux, sauf si c'est une personne qui a une bonne mémoire auditive, qui retranscrit ce que tu as dit, mais elle retranscrit parce que c'est ça qui a été enregistré, mais elle n'a pas compris, elle ne suivait pas. Tout à fait. C'est un exemple classique, par exemple, entre mari et femme, où le mari n'écoute pas forcément la femme sur le coup, et la femme dit... qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben, tu as dit ça avec ta tac. Oui, tout à fait. La femme répond, oui, tu me sors ça exactement comme un robot, mais tu n'as pas suivi. Voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est ça la difficulté de l'identité, c'est que finalement, dans l'identité, on est dans une impasse existentielle. Pourquoi? Parce que on est figé dans une posture. Je suis monsieur un tel, je suis madame un tel, je suis noir, je suis une femme, je suis un homosexuel, etc. Autrement dit, il n'y a pas de la place pour la liberté. Puisque tu es un invariant. C'est-à-dire, tu es quelque chose qui ne bouge pas. Comme tu ne bouges pas, tu ne peux pas être dans le réel. Et même, tu ne peux pas accepter le regard de l'autre. Et ça, c'est très important. Je prends un exemple de la tradition. Si on définit la tradition comme, par exemple, tradition du carnaval, bon voilà, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est la conservation fidèle du passé. On se trompe totalement. Pourquoi? Parce que la tradition, c'est d'abord une création. C'est une innovation. Et on ne peut innover que si on a un minimum de, on va dire, de quelque chose qui a à voir avec le passé. Mais ce passé est revisité, retransformé. Donc, la tradition, c'est jamais figé. Donc, on n'a pas à regretter le carnaval de Saint-Pierre en 1900, comme le carnaval de l'an 2000. Et ce carnaval-là sera différent. Parce que chaque génération apporte sa touche, qu'on soit d'accord ou pas. Mais il n'empêche que la tradition, c'est une invention. Ce qui montre quoi concernant l'identité? Une identité ne peut pas être quelque chose de fermé. Et tant qu'on est dans une identité fermée, dans une essence, dans un invariant, on est figé. Et cela nous éloigne de nous-mêmes. Éloigner de nous-mêmes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas un sujet. On devient un objet. Un objet, c'est quoi? C'est un moyen en vue d'une fin. Je suis ce noir qui est là, ou cette femme qui est là, etc. Autrement dit, je ne suis pas Magali, je ne suis pas Marie-Laurence, mais je suis une femme, un homme. Quand on dit une femme, un homme, on ne sait pas qui. Je n'ai pas de singularité.
Qu'est-ce qui fait que je suis un être unique? C'est parce que j'ai un sentiment de moi qui m'appartient. Si on est dans l'identité, rien ne nous appartient, puisqu'on appartient à la masse. On se fond dans le noir, dans le black, dans les femmes, etc. Dans quelque chose d'abstrait. Or, la vie n'est pas abstraite. La vie, c'est du mouvant. Et on a besoin du temps pour se construire. Et ce qui a d'assez particulier et d'intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que, quand au fond, dans l'identité, on n'est pas dans l'authenticité de soi. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas le singulier dans l'identité. On cherche un invariant. Qu'est-ce qui fait que je suis un homme? Qu'est-ce qui fait que je suis un homme? C'est parce que je suis un noir. Autrement dit, tout le reste, ça n'a que peu d'importance. Le noir du Canada, le noir des États-Unis, c'est même. Afrique, c'est même. Tout ça, c'est nous-mêmes. Autrement dit, on est dans un noir abstrait qui oublie que, en réalité, c'est différent. La culture est différente. Qu'est-ce que la culture, sinon une manière de vivre particulière sur un territoire? C'est ça. C'est ça la culture. Et tu ne vis pas de façon particulière parce que tu as un mode particulier avec la chose. C'est ce qui fait la spécificité de chaque culture. Mais en même temps, on est tous des sujets. Et comme je dis souvent aux élèves, le crime de l'esclavage, c'est pas d'avoir mis des Noirs en esclavage. Le crime de l'esclavage, c'est d'avoir transformé des hommes en objets de servitude. Sinon, si vous dites que parce que c'était des Noirs, eh bien, on nous prend n'importe monde qui pas noir, c'est pas esclave, hein? C'est pas esclave, c'est non. Le crime, c'est ça. Comment on a pu transformer des hommes en objets de servitude. Et c'est ça le crime contre l'humanité. C'est la personne qu'on a niée et qu'on a traitée comme un objet, c'est-à-dire un moyen au service d'une catégorie, d'une caste, comme on veut. Mais c'est ça le crime. Donc, quand on est dans la notion identitaire, on ne tient pas compte de l'existence. Et donc, ce qu'elle dit encore, et elle cite Montaigne, et elle dit qu'il faut distinguer, avant de citer Montaigne, le sentiment de soi et l'identité. Alors, le sentiment de soi est une chose, l'identité en est une autre. L'identité fige, fixe, stabilise, tandis qu'être soi-même épouse le mouvement de la vie. Et le mouvement de la vie, c'est la liberté. L'identité, c'est une construction sociale, intellectuelle ou culturelle. C'est une construction, ce sont des schémas que l'on construit. Parce qu'on en a besoin pour faire de l'idéologie ou faire de la politique. D'accord? Et par contre, le sentiment de soi est de l'ordre du ressenti, de la sensation personnelle et intime. Dans l'identité, on nous englobe tous pour faire disparaître notre singularité. Et elle dit que le sentiment de soi, on pourrait citer Montaigne. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Montaigne? La plus grande chose du monde, c'est de savoir être soi. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être soi, disait Montaigne dans les Essais. Savoir être soi, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Ça ne veut pas dire qu'on devienne égocentrique. Ça veut dire qu'on s'appartient sans oublier l'autre. C'est ça. C'est s'appartenir sans oublier l'autre. Autrement dit,
s'appartenir n'exclut pas mon rapport à l'autre. Quand je m'appartiens, l'autre est aussi avec moi. Et c'est s'ouvrir sans s'oublier. C'est ça, le sentiment de soi. S'ouvrir sans s'oublier. S'appartenir sans s'oublier. S'appartenir sans s'oublier. Être soi-même n'empêche pas de s'engager. Au contraire, mais interdit de se sentir prisonnier. Être soi-même n'empêche pas de jouer un rôle, à condition de ne pas s'enfermer dans ce rôle. Parce qu'on peut jouer un rôle. Je prends un exemple. Un professeur, quand un élève insulte un professeur, c'est pas ma personne qui est insultée, c'est le personnage que je représente. Et tant qu'un professeur n'arrive pas à distinguer ça, il y aura beaucoup de friction. C'est-à-dire que quand l'élève rouspète, jette son cahier, il insulte la représentation qui se fait du prof. Maintenant, derrière ce personnage prof, il y a bien une personne. C'est pas cette personne qui est atteinte. Ce qu'il vise, c'est le personnage qui lui fait court, etc. Et de se distinguer comme ça permet la distance qu'il faut. Et ça permet je dirais, de s'adapter à la nouvelle génération et de faire mieux son travail, c'est-à-dire avoir un peu plus de distance. Alors, je disais qu'être soi-même, c'est pas jouer un rôle, à condition de ne pas s'enfermer. Et qu'il ne faut pas confondre personnalité et personnage. Et il dit une chose très juste, Montaigne, toujours, mon opinion est qu'il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. Oui, on se prête à autrui. Oui. Je suis avec Ludovic cet après-midi, je suis avec les téléspectateurs, je me prête au jeu, ils sont avec moi, je m'adresse à eux et j'emprunte le canal de la transmission pour le faire, etc. Mais en réalité, je ne me donne qu'à moi-même, parce que en réalité, ça me fait plaisir d'être avec Ludovic et de faire de la philosophie avec Ludovic et puis avec ceux qui nous regardent. Et ça, je ne l'oublie pas, c'est pas un pinceau. De la même façon que je suis avec mes élèves, on fait de la philosophie, mais ça reste un plaisir. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne s'oublie pas soi-même. Savoir être soi-même n'empêche pas qu'on puisse s'identifier ou ressembler à quelqu'un. Mais ça suppose qu'on ne se laisse pas façonner. Façonner veut dire modeler en fonction du public que tu as. Non, c'est ça. Tu peux t'identifier à quelqu'un sans pour autant être façonné, fabriqué, modelé par cette personne et suivre comme un mouton les opinions. Elle appelle les opinions moutonnières, d'accord, et les avis catégoriques. Et pour faire ça, pour être soi-même, ça veut dire qu'il faut garder son esprit en alerte. Ça veut dire quoi? Se forger sa propre conscience morale et son esprit critique. Il faut distinguer l'esprit critique qui veut tout détruire, tout casser, et un esprit critique qui veut interroger dans le souci de trouver le vrai. Par rapport à ce que tu dis, j'étais en train de penser à deux exemples. Du moins, le même exemple, mais par rapport à l'identité et, tu as dit, le sentiment de soi. Oui, le sentiment de soi. Je pense par exemple à des fans. Ouais. Tu as par exemple des fans, je vais prendre cet exemple-là, les fans de chanteurs. Oui. Donc tu as des fans parce qu'ils chantent bien, on a peut-être tel morceau, peut-être pour rigoler ou sous la douche, on s'imagine être le chanteur. Donc
Ou la chanteuse. Ou la chanteuse. Donc, on s'identifie un moment, mais on sait bien que... voilà. On fait cette distinction. Tout à fait. Mais j'étais en train de penser aussi à l'autre, on va dire peut-être l'autre extrême, où on a des fans qui, non seulement essaient de ressembler Ouais. à leur, je sais pas moi, leur référence. Oui, Et tout à fait. ils essaient de ressembler, ils essaient de copier vraiment en Oui, tout, tout à fait. sans compter peut-être l'argent peut-être qu'ils dépensent Oui. pour pouvoir suivre, être tout le temps à chaque concert. Peut-être ils imposent aux membres de leur famille Tout leur à fait. passion. C'est la perte de soi. C'est la perte de soi. Oui, c'est la perte de D'accord. soi. C'est la perte de sa singularité. Et c'est assez sécurisant, en même temps, pour ces personnes, de ressembler à celle ou celui. Je prends le cas, beaucoup de jeunes peuvent se dire, bon, je suis Mbappé. Il a son fan club, Mbappé président de la République française, tout le monde s'identifie à Mbappé. Et donc, il sourit, il en a long comme ça dans la presse, voilà. Donc, il y a une perte de soi, une perte de sa singularité et de sa liberté. C'est ça le danger, justement, de cette identification sans mise à distance. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier, mais ne pas se perdre soi-même. Et c'est ça le drame et l'impasse de l'identité. C'est-à-dire que dans l'identité, c'est le repli de soi et l'oubli de soi et de sa propre singularité. Et justement, c'est pourquoi elle préfère parler de sentiment de soi. Alors, le sentiment de soi ne consiste pas à se réfugier dans une identité. Parce qu'on a dit que l'identité, c'est une construction sociale, c'est ce qui fige, qui fixe, qui prive de la liberté. Par contre, le sentiment de soi épouse le mouvement de la vie et je dirais que le sentiment de soi nous humanise. Parce que l'humain, c'est quoi? C'est le singulier que je suis. Et ça, c'est important. Lorsqu'on a plusieurs enfants, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais il lui reste... » Et puis on en perd un. Les gens disent « Ah ouais, mais il lui en reste. » La perte d'un enfant, qu'il vous en reste ou pas, cette perte est unique et irremplaçable. Et c'est ça la singularité de l'humain. Dans la perte, on fait l'expérience d'une singularité qui ne peut pas être remplacée. C'est ça, l'individu singulier, c'est pareil. Le premier amour reste le premier amour. Je ne vais pas, même si je trouve un second, mais ce ne sera plus la même chose que le premier, ce sera différent. Et le deuxième, et le troisième, et ainsi de suite. Donc, qu'on perde un enfant et qu'il nous en reste deux, ou qu'on perde son enfant unique, c'est la même douleur. C'est la même douleur. Et pourquoi? Parce que c'est cette singularité et c'est ce caractère unique et irremplaçable qui nous qualifie et qui nous distingue. Et ça, justement, dans l'identité, eh bien, on nous prive de ça. Et parce que le sentiment de soi, c'est de l'ordre du personnel. Le sentiment de soi, on va dire, c'est la liberté d'être soi-même au sens où, eh bien, on est libre de construire sa propre existence. C'est ça aussi. Alors, voilà ce qu'elle dit. Alors, c'est... Elle préfère le sentiment de soi à l'identité parce que l'identité, c'est la dérobade de soi qui nous transforme en un être préfabriqué. C'est dans sa conclusion qu'elle le dit. Choisir l'identité, c'est choisir une forme de repli sur soi et c'est refuser, quant au fond, d'assumer sa liberté d'être singulier. Autrement dit, on devient la proie de volontés qui sont étrangères à nous-mêmes. C'est pas notre volonté. C'est celle du groupe, c'est celle de tout ce qu'on veut, mais c'est pas ma volonté. Chaque fois qu'un sujet tombe dans une identité,
il y a une réduction de la liberté. Et elle dit une chose, seule la liberté, et quand on regarde bien tous les gens qui parlent d'identité, ils parlent rarement de liberté. Rarement. C'est pas un hasard, parce qu'ils savent bien que dans l'identité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de place pour la liberté. Parce que la liberté, ça suppose un engagement de soi. Ça suppose qu'on puisse prendre le mouvement de la vie. Ça suppose qu'on prenne en compte le temps. Que chaque heure qui passe est unique. Alors, seule la liberté, c'est la condition d'existence des peuples dans leur diversité. Alors, justement, elle dit la démocratie n'est pas fondée sur l'identité, mais sur la liberté. D'accord ? Seule la liberté, c'est la condition d'existence d'un être singulier. C'est parce que je ne suis pas déterminée par une essence, par quelque chose d'universel qui ne bouge pas, que je suis libre. Tant que vous êtes dans l'essence, c'est-à-dire dans quelque chose qui est universel et qui est permanent, vous n'avez pas de liberté. La nature ne vous laisse pas de liberté. Un oiseau ne peut pas devenir un poisson. Un oiseau ne peut être qu'un oiseau. Un poisson reste un poisson. Seul l'homme, justement, par rapport à la culture, peut aller au-delà de sa biologie. Bon, on a les scangeons, etc. C'est-à-dire, ça correspond à son sexe biologique. Donc, l'homme, par la culture, dépasse la biologie. Et c'est ça le rôle de la culture. La culture, c'est l'adaptation, la liberté, la transformation. Je prends un deuxième exemple. L'agriculture, c'est pas la nature. Oui. L'agriculture, c'est la transformation de la terre brute en champ. Champ de canne, champ de banane, L'agriculture, c'est culturel, c'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on disait? Les premiers hommes vivaient de chasse et de cueillette. Autrement dit, allaient prélever dans la nature ce qui était. L'agriculture, c'est la transformation. Donc, vouloir une agriculture 100% biologique, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Puisqu'il faut amender la terre. C'est pourquoi José Bové avait raison, on doit être dans une agriculture raisonnée. C'est-à-dire que si c'est pour faire de la permaculture, chacun peut faire de la permaculture chez soi. J'ai mon petit carré, etc. Mais si on peut faire vivre le peuple martiniquais, on est obligé de regarder et pouvoir le moins de pesticides possible. Mais zéro pesticide, non. Pas dans l'agriculture, dans ta permaculture, mais la permaculture, tu laisses la plante faire ses affaires. Autrement dit, tu mets des graines sans graines, des plants à pousser ou quoi manger, ouais. Mais si c'est pour faire ça pour nous-mêmes, que ça arrive, il faut quand même parler vrai aux gens. C'est-à-dire ne pas leur vendre du rêve. L'agriculture est foncièrement culturelle. Donc, il faut faire attention pour savoir comment on fait, diminuer, regarder l'état du sol. Mais si je veux manger 100% bio, il faut qu'on le fasse de la permaculture, tout en sachant que la graine elle-même, il faut qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas, etc. Donc, on se rend compte que c'est compliqué. Alors, je continue. Alors, elle dit une chose suivante, c'est dans sa conclusion, c'est parce qu'il n'est pas déterminé par une essence que l'homme est libre d'affirmer sa singularité et qu'il peut être reconnu. J'insiste sur le mot de reconnaissance parce que la reconnaissance, c'est un sujet qui passionne tout un chacun. Je veux être reconnu. Quand on cherche la reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance en termes de sujet. Je veux être reconnu, non pas comme moi, non pas comme une essence, mais comme une personne, comme un sujet. Parce que qu'est-ce qu'un sujet? C'est une personne libre, consciente, responsable. C'est ça une personne. Une personne, c'est pas un moyen en vue d'une fin. C'est ça un objet. Un objet, il a
bic là, mon café ça mon lit, mon café déposé là, livre là, même mon c'est à moi, il bon moi. Par contre, quand on dit être reconnu, je veux être reconnu comme une personne. Et c'est nous qui devons nous positionner d'abord comme des sujets. Je ne peux pas demander à l'autre la reconnaissance si je ne me reconnais pas comme un sujet. Autrement dit, que je sois conscient et consciente de ma singularité. Et c'est important parce que beaucoup de gens cherchent de la reconnaissance dans leur travail. Oui, il faut que le chef me dise c'est bien. Ben, si un enseignant attendait que son chef d'établissement dise très bien, madame Untel, il attendra longtemps. Je ne crois pas mentir en disant ça. D'accord? OK. Par contre, ceux qui vous disent merci, ce sont les élèves. Ils sont charmants. Ils disent merci parce que, bon, voilà. C'est-à-dire que la reconnaissance vient à la fin d'année ou en cours d'année. Mais c'est nous-mêmes qui reconnaissons notre propre travail. Et je le dis souvent à mes élèves, c'est pas la récompense du tableau d'honneur qui doit vous faire chaud au cœur. Ça, c'est la posture, ça fait bien, on en impose aux autres, ça fait bien de dire ça aux autres, mais en réalité, c'est vous qui devez reconnaître que vous, c'est pas mal quand même. Et c'est pas mal les jeunes qui ont fait les 50 km indoor en natation. Ils étaient 10. J'avais un élève, il était tout content. Moi aussi, j'ai dit, mais écoute, tu m'as dit ça, mais je serais venu la matin samedi. 100 fois 50 mètres dans une piscine. En 1 heure, je trouve tout ça génial. Donc, voilà un exemple d'élève qui se reconnaît et qui était content. C'est ça, la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, on n'attend pas de réponse de l'autre. Dans la reconnaissance, on se reconnaît comme un sujet libre et singulier. C'est ça, c'est nous-mêmes qui nous reconnaissons comme un sujet libre et singulier. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? C'est la liberté, puisqu'elle termine en disant « Seule la liberté fait du moi un sujet. » Et pas seulement une chose ou un exemplaire du noir ou de là. C'est ça, la liberté. On a perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est la liberté. Et ça, ça c'est l'essentiel. Et liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Je le dis, je le répète, c'est pas la licence, c'est qu'à l'aimer, manque à faire ça, non. La liberté, c'est pouvoir choisir en connaissance de cause. C'est ça la liberté. C'est pouvoir choisir les règles et s'y conformer. On choisit les règles parce que la règle fixe des limites. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liberté. Les gens qui me disent « Ah ouais, il y a trop de règles, il n'y a pas de liberté. » Il n'y a pas de liberté comme licence. On ne peut pas faire ça ou les manger en classe là, bref. Non. L'école maternelle, c'est quoi? C'est apprendre à ne pas manger tout le temps, apprendre à rester assis quelques minutes ou quelques heures. Et puis voilà, c'est ça. C'est-à-dire essayer d'avoir une discipline du corps pour permettre la formation. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que quand on a discipliné son corps, on peut alors former un jeune, c'est-à-dire pas au sens de le modeler, c'est-à-dire dans le sens de l'instruire. C'est l'apprendre à juger, parce qu'en philosophie, c'est ça, comme je dis aux élèves. Bon, formez votre jugement. Une pensée, ça suppose qu'on maîtrise la langue française. Si tu ne maîtrises pas la langue, c'est compliqué, c'est pas impossible. Mais deuxième objectif, c'est-à-dire qu'il faut raisonner, parce que tu peux ne pas maîtriser la langue, mais tu peux raisonner. Et ceux qui raisonnent le plus, ce sont les agriculteurs et les marchands au marché. Elles sont chefs sur le calcul mental. Je décide un élève de faire le calcul mental d'une marchande sur le marché. Donc c'est ça. C'est-à-dire que être en capacité
de faire du calcul mental et de faire des raisonnements déductifs. Si, alors, sachant que c'est ça un raisonnement. Si j'ai ça, j'ai ça. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été longue. Donc, voilà. Et je vais terminer en disant, seule la liberté évite le danger de l'identitarisme et à l'œuvre dans chaque drame collectif ou naufrage individuel. Voilà. Le danger de l'identitarisme. Voilà. D'accord. C'est la liberté qui nous sauve. Et le sentiment de soi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence. Ça nous a permis de voir identité, sentiment de soi. Voilà. Donc, oui, qui épouse le mouvement de la vie. La reconnaissance, c'est d'abord soi-même. Oui, la reconnaissance, c'est ça. C'est se reconnaître comme un sujet libre, comme un sujet, pas un objet. C'est nous. Et c'est parce que nous nous appartenons que nous pouvons nous prêter aux autres. On se prête aux autres. Et Montaigne a raison. Je me prête, comme moi j'ai dit, au jeu, là, très bien, moi ça me fait plaisir. Mais je dirais que je ne m'oublie pas. C'est-à-dire que, le proverbe créole qui dit trop bon, pas bon, c'est ça que ça veut dire. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'appartient et on se prête aux autres. Autrement dit qu'il faut sélectionner sa générosité. Parce que si vous êtes trop généreux, les gens vous prennent pour des serpillères, ils essuient leurs pieds, hop, la serpillière, on met sur les côtés. J'aime bien tes images, Ça a le mérite d'être très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ça la philosophie, je dirais, c'est apprendre à dire le fond de sa pensée. Et ça, pour pouvoir, je dis aux élèves, les conditions du dialogue, c'est dire le fond de sa pensée. Si tu caches quelque chose, dans l'arrière-boutique, derrière le dos, on ne peut pas dialoguer. 2, qu'on parle la même langue. La même langue, ça veut dire que, c'est soit le français, le créole, ou on a le même langage, c'est-à-dire, soit on est tous les deux sur le rationnel, tous les deux sur l'émotionnel. D'accord? Et puis, la volonté de trouver un accord. Tu ne peux pas avoir de dialogue si au bout du bout, tu n'as pas l'idée que nous accorder qu'on nous, on est en pagaille. C'est ça le dialogue. Donc, c'est pas débattre pour débattre, les coups de gueule sur les radios, les télés, non. C'est justement l'échange pour aboutir à quelque chose. Et ça, c'est essentiel. Et ça, je dirais qu'on en a surtout besoin. Les idées contradictoires, on en a besoin. Et preuve du contraire que souvent, on n'aime pas trop les idées contradictoires. Surtout ces jours-ci en Martinique. Oui, surtout ces jours-ci. Et tu peux bien le dire. Je peux bien le dire, hein? Ouais, surtout pas. Donc, merci beaucoup Marie-Laurence, merci pour ces éclaircissements. On attendra la suite si tu te lances de... Alors, c'est Funès, Julia Julia de Funès. Julia de Funès. Sur le développement impersonnel et puis Montaigne aussi parce qu'il parle de la culture, des rapports, de la culture et puis il parle aussi de l'amitié Montaigne. Donc il y a 2 aspects chez Montaigne qui pourraient nous intéresser. Les adultes, les moins jeunes et les plus jeunes. Ah ben tiens, les sujets de société. Voilà, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. Donc si comme Marie-Laurence, vous voulez nous présenter un coup de cœur, un livre que vous aimez beaucoup, que vous avez lu il y a longtemps ou depuis peu, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Marie-Laurence. C'est moi qui vous remercie, là, l'équipe de Zouk TV. Et puis, merci à M. Granier et à son équipe de me faire ce plaisir de nous retrouver, ne serait-ce qu'une fois par mois. Merci beaucoup. Encore une bonne et heureuse année 2023 à toi. Merci. Merci. Bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.